Bien, donc Marc de Basquiat, j'ai travaillé depuis, on va dire 10 ans sur ce sujet-là. J'ai fait une thèse de doctorat en économie sur le thème du financement d'un revenu de base, allocation universelle. Donc j'ai passé beaucoup d'heures. Ça, c'est un petit sondage que j'ai fait dans la rue, à différents endroits, en embauchant mes enfants, les copains des enfants et tout ça. Bon, nous avons demandé à des gens, si vous pouvez répondre à quelques questions, pour voir ce que les gens pensent par rapport à notre système social. L'intérêt, c'est que j'essaye de me brancher sur quelles sont les valeurs communes, je appelle ça des valeurs, ou quelle est la conscience commune que les personnes ont sur ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Je crois que nous sommes dans une démocratie. Hein, nous sommes tous dans une démocratie, on est tous d'accord. Dans une démocratie, c'est bien de partir de ce que les gens pensent. Voilà, c'est le but de ce petit truc-là. Vous avez le questionnaire, et puis si on va sur le slide suivant, vous avez la réponse au questionnaire. C'est-à-dire que quand les gens me répondent, voilà ce qu'ils me disent. Alors, donc il y a la colonne à gauche, là-bas, vous avez la moyenne des notes obtenues. Donc, quand c'est vert, c'est que les gens pensent qu'ils sont tout à fait d'accord. Quand c'est rouge, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord. Et sur la droite, vous avez l'écart type. L'écart type, c'est est-ce que tout le monde pense la même chose, et c'est vert, ou est-ce que les gens ont des avis extrêmement variés, et là, c'est rouge. Donc, on voit tout de suite quand les deux premières questions, c'est en vert, sur l'écart type, donc tout le monde pense la même chose. Et tout le monde pense quoi? Qu'ils sont tous d'accord avec la phrase. La première phrase, c'est « Dans un pays comme la France, personne ne devrait devoir être dans l'obligation de mendier, de faire la manche, pour avoir de quoi manger. » Quand les gens dans la rue, tout le monde dit « Je suis tout à fait d'accord avec ça. » Il est aberrant qu'en France, qu'un pays riche, les gens doivent mendier pour manger. C'est débile. Voilà, c'est inacceptable. Deuxième chose, dans un pays comme la France, tout le monde devrait avoir un logement. Les gens sont choqués de voir des SDF, des personnes qui n'ont pas de logement décent. Voilà. Comme ça, le peuple, la démocratie nous dit, c'est inacceptable. Un autre truc qui est vert ici, c'est la case 1.9, là, où là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est rouge. Pas du tout d'accord. La phrase, c'est quoi? L'État doit plus aider les familles nombreuses riches que les familles nombreuses pauvres. Je suis navré de vous dire que malheureusement en France, l'État aide plus les familles nombreuses riches que les familles nombreuses pauvres. Alors Versailles, Le Chesnay, aussi la Défense. Non, je fais ça un peu partout. J'essaie d'aller à différents points, dans les gares parisiennes, sur les marchés, en province aussi, un petit village. Bon, je fais un truc varié, quoi. Enfin, en tout cas, consensus là-dessus, ça paraît bizarre. Et pourtant, malheureusement, c'est ça qui se passe. Hein. Bon, bizarre. Bon, je ne vais pas dans tout le détail, enfin, vous voyez un peu l'idée, c'est essayer de se brancher sur les points forts. Donc, les points de consensus, c'est les points verts ici, et ensuite on voit les gens sont plus ou moins d'accord. Ça, la première chose que je vais vous dire, c'est qu'on essaie quand même de se caler sur la réalité. Next. Ensuite, on peut se dire, maintenant, regardons techniquement qu'est-ce qui se passe. Dans ce système, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Donc le RMI, il n'y a plus du RMI, mais enfin, autant du RMI, il se passait quelque chose, RSA maintenant, famille de 3 enfants, donc vous avez que 5 configuration familiale, on va dire. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle le taux marginal de prélèvement. Le taux marginal, c'est, monsieur, vous avez un certain revenu, un travail, bon, pour chaque euro gagné en plus, une augmentation de salaire, on va dire, pour chaque euro gagné en plus, combien est prélevé par l'État? Donc le taux marginal de prélèvement, le taux de taxes, d'impôts. Bon, alors, et là c'est un quiz, hein, faut relier les trucs. Hein. Donc le RMI, c'est combien? À l'époque du RMiste. On prélevait combien sur le RMiste? L'État prélevait combien? Tu inclus la TVA, les impôts indirects. Non, TVA et impôts indirects, c'est indirect. Non, là, c'est truc direct. Là. C'est revenu. Sur ce qui est gagné en plus? Ouais, c'est ça. C'est 100, non? Bravo, on peut applaudir monsieur. Excellent. Le temps du RMI, le RMI était prélevé à 100%. Le travail du RMiste était prélevé à 100%. J'ai un petit boulot, bon. Quelqu'un qui avait un petit boulot, un truc partiel, machin chose, tout ce qu'il gagnait en plus était enlevé sur son RMI. Donc, taux marginal de prélèvement égale 100%. Hein, vous saviez ça? C'est un peu curieux quand même. Au RSA maintenant, qu'on a un RSA solde, monsieur, mais RSA solde, c'est comme le RMI. RSA activité, où là, quand on a un revenu d'activité, un petit revenu d'activité, combien est retenu par l'État? Quel pourcentage est prélevé par l'État? Aujourd'hui. Hein.
RSA, allez, qui veut un deuxième bon point? Je suppose que c'est 38, j'aurais dit un peu plus. Mais Monsieur est très doué, il est très très fort. 38% absolument, c'est très fort. Donc voilà, donc quelqu'un qui est RSA, ben, son travail, il en garde 72% pour lui et 38% est conservé par l'État qui enlève du RSA en fait. On parle bien du taux marginal. Le marginal. Si la personne travaille plus, on interdit au RMI de gagner plus d'argent. Oui. Le millionnaire, s'il veut devenir milliardaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, ça. Je suis d'accord sur l'inversion des valeurs. Mais là, il donne marginal quand même. Le RSA, lui, il a une petite chance de devenir un peu plus riche. Oui, puis au moins il perd le RSA, après il revient dans le commun. Mais déjà dans les petits revenus, quoi. Un temps partiel, un petit temps partiel, bon. Voilà. Famille de 3 enfants avec un revenu au SMIC. Taux de prélèvement. Taux marginal. Famille, 3 enfants, 1 SMIC. Taux de prélèvement. Allez, allez, qui se lance? 22. Monsieur Ali 35. Allez, une famille, 3 enfants, quand même, 3 enfants à charge. Ils sont 2 avec 1 SMIC pour 3 enfants. L'État prend combien? 5%. Voilà. Ah, c'est mélangé. Hein. Ah ouais, faut pas que ce soit trop facile. Hein. Vous avez vu de la bière, mais quand même. Bon, famille de 3 enfants avec un salaire brut de 10 000 euros par mois, bon, ce qui est déjà un salaire un peu plus sympathique. Hein. 3 enfants, clac. Taux marginal de prélèvement, combien? 31%. Et le dernier, célibataire, 10 000 euros. 35%. C'est moins que le gars au RSA, quand même. Hein. Il bosse plus, probablement, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, effectivement, quand on regarde ça, effectivement, on peut dire, comme disait monsieur Pierre, ici présent, en termes d'invention des valeurs, on peut se poser un peu les questions. Voilà. Allez, next. Allez, je continue le même truc. RSA. On sait les chiffres, pas de cette année, de l'année d'avant. Enfin bon, c'est pas grave. Le principe est le même. 2 personnes isolées, toutes seules, RSA, 454 euros. Maintenant, c'est 470, quelque chose. Peu importe. Cling. Un couple au RSA, c'est 681 euros. Donc c'est moins. Mais vous mettez tout seul. Hein. Chacun de son côté, on a plus que si on se met ensemble. Hein. Donc le RSA décourage la mise en couple. Heureusement que l'immobilier, il Pourtant, ça pourvoit. coûte plus cher d'être célibataire. Sauf pour les homosexuels, ils ne sont pas considérés comme des. Ah bon? Ils sont pas en pacte. Ça va changer, ça, alors, avec la loi, non? S'ils sont pas en pacte, mais Bon, c'est possible. En tout cas, un couple, je dirais que softement marié ou pacsé ou même concubinage, enfin, je sais pas, dès que c'est connu, paf, bing. Bon, c'est une logique. Alors donc maintenant, on parle d'autres gammes de revenus. Donc là, pareil, sur la gauche, là-bas, vous avez un revenu, donc il y a monsieur, 90 000 euros par an. Et puis la standardiste, 10 000 euros par an. Bon. Et puis, paf, ils se mettent ensemble. Bon, ça peut arriver, hein. Donc, le monsieur qui payait 19 000 euros, enfin 20 000 euros, on va dire, d'impôt sur le revenu, du fait qu'il vit avec cette charmante dame, ben, voit son impôt réduit de 4 000 euros. Mais pour le revenu officiel, mariage, pax, oui. Mariage, pax, oui. Hein? Donc là, eux, ils ont intérêt à être ensemble, ça, c'est bien sûr. Donc les pauvres, comme je vous dis monsieur, en bon résumé, les pauvres, il vaut mieux que ce soit chacun de leur côté, les riches, il vaut mieux qu'ils soient ensemble. C'est bien. Donc l'État, c'est assez incitatif, il faut le savoir. Hein. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais c'est mieux que les couples riches fassent des enfants plutôt que ceux qui sont... Non, c'est bien ça la logique. Hein. Ben, je pense que c'est la logique, enfin, c'est logique. Enfin, voilà, Bon, et par contre, bon, ceci, il faut un peu nuancer, c'est que le système tel qu'il est fichu, le quotient conjugal, quand les revenus sont asymétriques, vous voyez, 90 000, 10 000, ça y a un gain. Si les deux ont un revenu de cadre, 50 000 tous les deux, ça ne change rien du tout, en termes d'impôt. Enfin, globalement, quand même, c'est un peu surprenant. Suivant. Bon, alors, je ne vais pas détailler tout, hein, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Mais effectivement, le système redistributif français est riche, hein. Nous avons des hommes politiques, des gens qui ont le sens du bien commun et qui améliorent régulièrement les dispositifs en créant des trucs, des bidules, des machins.
Bon, il n'y a qu'un gars qui n'est pas heureux là-dedans, enfin, moi je ne suis pas heureux, vous je sais pas, enfin, c'est que le citoyen là-dedans, il dit, ok, vous avez fait un truc là, je touche combien, je paye combien, dites-moi, parce que moi j'en sais rien. Personne n'y comprend rien. Et quand on demande à un fonctionnaire dans une administration, en général, il est compulsé avec le dossier parce qu'en général, il ne comprend pas très bien non plus. Voilà. Donc le machin est devenu assez ingérable. Et puis ça vit régulièrement, on en rajoute, on modifie, on change les barèmes, on fait des trucs. Enfin, bon. Voilà, la richesse de notre système. Alors, donc, moi, mon boulot, c'était effectivement de travailler là-dessus. Et donc, j'ai développé un premier outil informatique, donc sur Internet, hein, vous pouvez aller dessus si vous voulez. Donc, sur sur mon site allocationuniverselle.com, où là, on rentre la configuration d'une famille, avec tous les détails qu'on veut, clac, 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 clac. Et à la fin, ça vous calcule automatiquement toutes les cotisations, les taxes, les allocations de logement, les allocations familiales, tout le bazar, ça calcule tout. Donc ça nous dit, par rapport à une situation initiale, donc un revenu de travail par exemple, on calcule tout ce que la famille peut toucher comme aide et tout ce qu'elle paye comme impôt. Et ça nous permet de calculer très précisément toute la redistribution française. Bon, c'est un travail de chien, j'ai fait ça, j'ai passé un temps terrible. C'est pas tout à fait complet, c'est pas possible. Mais néanmoins, bon, j'étais assez content de moi. Bon, le maintenir à jour, par contre, là, j'ai laissé tomber depuis 2 ans. Le jour où j'aurai du temps, je m'y remettrai. Mais c'est infernal, quoi. Il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de taxe. Non, c'est uniquement sur le revenu. C'est le revenu, voilà. C'est redistribution de revenus. Voilà, avec toutes les cotisations sur le travail, tout le bazar. La CSG, tout ça. Next. Donc une fois que j'ai calculé ça, ça me permet également de tracer des courbes. Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce qu'un tableau de chiffres, bon, des courbes. Les courbes, ça dit quoi? Ça dit que si on prend l'axe des X, des abscisses, c'est le revenu super brut. Le revenu super brut, c'est le revenu du travail tel que le paye l'employeur. Donc, quand on travaille, on a un salaire net, qu'on touche, à la fin du mois, merci patron, bon, on a un salaire brut qu'on négocie avec lui, et puis aussi le super brut, c'est-à-dire on prend le brut et on rajoute toutes les cotisations du patronal. Donc le vrai coût marché d'un travail, c'est le super brut. C'est ce que ça coûte à l'employeur. Voilà. Donc l'axe X, c'est ça, le coût super brut. Donc là, ça part de 0, vous avez vu un bout, et là, c'est 10 500 € par mois. Donc 10 500 € par mois, le salaire brut, bon, ça fait un bon 6 000 à 7 000 € net à la fin du mois. Bon, c'est déjà un salaire qui commence à être sympa. Et puis, dans l'autre sens, toutes ces couches-là, empilées, là, c'est compliqué. Hein, mais là, bon, je vais quand même vous le faire. Alors, déjà, quand on va en négatif ici, attends, je me déplace un peu, tout ce qui descend ici, c'est des prélèvements. Le premier paquet ici, vaguement en rose, là, enfin rose assuré, ce sont les taxes, ce sont les cotisations patronales. Ensuite, le bandeau en dessous, vaguement mauve, je sais pas, bon, ce sont les cotisations salariales. Et donc là, vous avez la somme des cotisations sociales, qui sont retenues sur le salaire. La zone rouge en bas, le petit truc rouge là, ça, c'est l'impôt sur le revenu qui est réellement payé. En vert, ici, ce sont les exonérations d'impôt sur le revenu, que je fais apparaître sur le graphique, ça on voit un peu les choses. Et au-dessus, donc on a toute la partie bleue assurée, là. Cette partie-là, c'est le revenu net, une fois qu'on a payé les cotisations sociales, salariales patronales, et l'impôt sur le revenu. Voilà, donc la courbe qui est là, cette courbe-là, c'est le salaire net moins l'impôt sur le revenu. À ça, on rajoute des choses. Donc la première bande ici, c'est une aide pour handicap. Donc là, l'aide pour le handicap, quel que soit le revenu, on touche la même, hein. Il n'y a pas de débat. Ensuite, ici, on a une espèce de triangle ici, qui est le triangle bleu foncé, qui est le RSA. Donc on touche à un RSA, mais ensuite, avec les fameux 38%, il diminue jusqu'à venir à 0. Ensuite, on a la prime de Noël, petit machin vert qu'on voit à peine. En bleu, ce sont les allocations familiales, qui baissent à un moment, parce qu'il y a le complément familial qui disparaît à un moment. Bon, c'est un détail. Ensuite, on a en jaune, quasiment invisible, un certain nombre d'aides. Ça, c'est l'allocation de rentrée scolaire, pardon, en jaune. En vert, ce sont les aides, c'est la bourse d'enseignement supérieur d'un des enfants. Et en rouge, ce sont les aides au logement. Voilà. Donc là, vous voyez comment pour une famille donnée,
la fiscalité et les aides diverses et variées évoluent en fonction du revenu du travail. Donc on empile tout ça. Alors, il y a des trucs bizarres. Ici, il y a un trou parce qu'il y a l'exonération Fillon qui joue là-dessus, qui remonte là. Enfin, il y a plein de trucs bizarres dans tous les sens. Voilà. Mais au final, le revenu disponible du ménage, c'est ça. Là, s'il a zéro revenu du travail, il a ça comme revenu disponible au final. Et puis son revenu disponible, voilà, il évolue comme ça en fait. Hein. Cette courbe-là, elle ressemble à quoi? Si vous voulez la caractériser en un mot, en deux mots, c'est proche de quoi? Hein? Une piste de ski? Une piste verte. Une piste verte. D'accord. C'est pas très pentu, ouais. C'est vrai que c'est pas très pentu, je suis d'accord. C'est pas très pentu, puis c'est vrai que ça fait un petit peu les bosses, mais un globe. C'est assez plat. Ça ressemble pas mal à une ligne droite, en fait. Vous trouvez pas? Ça ressemble un peu à une ligne droite. Hein? Non? Ça monte un peu, plus ou moins. Voilà. C'est-à-dire que celui qui est ici, s'il bosse plus, il arrive là, donc il gagne un petit chouïa, quoi. Hein. Celui-ci, s'il bosse plus, il gagne mieux, là, déjà. C'est plus intéressant de travailler là plus. Là. La première moitié, est-ce que place? C'est plus ou moins plat sur les moments. Donc on est plus ou moins incité à bosser plus. Mais ceci dit, comme personne n'a conscience de ça, on bosse, parce qu'on bosse. Quoi. On ne se rend pas compte qu'on a plein de trucs qu'on perd, on ne sait pas, on ne comprend rien. Enfin, au global, c'est quand même, ça ressemble pas mal à une droite. Bon, ça, c'était mon outil d'informatique numéro 1. J'ai un outil numéro 2 qui est pire que le précédent. Alors, celui-là, c'est un outil de micro-simulation. Alors, c'est pire. Alors, celui-là, je ne l'ai pas développé, j'ai récupéré et j'ai amélioré. Je mets en haut à gauche là, une image du bouquin de Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel XVI, qui est sorti début 2011, qui a fait du bruit à l'époque, pour une révolution fiscale. Et ces trois économistes, qui sont des gens de très très bon niveau, ont eu l'extrême gentillesse de mettre sur un site internet leur outil de micro-simulation. Je suis allé dessus, j'ai récupéré 2 Go 5, poum poum poum. Je me suis formé à l'outil, j'ai passé du temps dessus, et puis au final, j'ai chez moi, sur mon PC, un outil de micro-simulation qui est du niveau de ce qu'a l'INSEE pour faire ses calculs, qu'a Bercy pour faire ses machins, et la Caisse nationale, la Caisse familiale. Donc il y a 3 outils, il y en a 4, celui-là, plus 3 autres en France, qui permettent de simuler réellement l'intégralité du système social français. C'est un gros machin. Donc dedans, j'ai 458 000 foyers sociaux, donc des familles avec tous les détails et tout le bazar. Et là, on simule absolument tout par rapport à toutes ces familles-là. Et à partir de ça, j'ai pu séparer les 10% des ménages les plus pauvres, les 10% suivants, voilà, donc c'est séparé par décile, jusqu'en haut, où là, la dernière colonne, c'est le 1 pour 1000 des ménages avec les plus hauts revenus de France. Ouais, donc la moyenne du 1 pour 1000 des plus hauts revenus a un revenu, en moyenne, hein, ça dépend plus bas, de 165 000 € par mois. Bah, il faut me faire envie de pitié, hein. Voilà, c'est une moyenne, parce que là-dedans, on mélange des gars qui ont des revenus absolument hallucinants, hein, et puis des moins hallucinants. Enfin, la moyenne de tout ce paquet-là, c'est quand même monstrueux. Quoi. Bref, donc une fois qu'on a ça, donc on a le revenu initial, hein, travail, retraite, ou ce genre de choses, et ensuite on a tous les mécanismes, et à la fin, on voit en bas le revenu qui reste réellement, le revenu disponible, avec lequel on peut vivre réellement. Donc le premier décile, qui a un revenu moyen de 196 € par mois, hein, sur le 10%, arrive à 781 € en moyenne à la fin du mois avec toutes les aides diverses et variées. Et donc cela, donc, le revenu multiplié par 4, et celui du bout, là, il a un revenu qui diminue de 40% à peu près par rapport au revenu initial. Voilà. Donc là, je dirais, on analyse vraiment de manière extrêmement fine la redistribution française. Next. Et si on prend tout ça et qu'on met tous ces... Alors, là, sur ce graphique, vous avez 10 000 points. Ça ne se voit pas, mais quand même, il y a du monde. Quoi, hein. 10 000 points, et c'est un échantillon qui est représentatif de l'ensemble de la population française. Donc vous voyez, il n'y a pas grand monde en haut, il y en a beaucoup plus vers le bas. Bon. Et la courbe rouge, c'est la moyenne de la redistribution. Donc toujours pareil, ici, sur l'axe X, vous avez les revenus
initiaux, donc du travail, de la propriété ou de capital, ce que vous voulez. Et dans l'autre sens, vous avez le revenu disponible. Donc celui qui est là, si je prends ce point-là, il a 0 revenu initial, mais par contre, il a plein d'aides de partout, donc il est blindé d'aides. C'est peut-être une famille avec 40 enfants, on ne sait rien. Enfin, bon. Par contre, il y a des losers. Celui-là, c'est un loser, par exemple. Je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas comment il se débrouille, mais enfin, en tout cas, lui, il a un revenu plutôt sympa, et puis alors là, il s'est fait dégringoler la gueule, quelque chose de bien, quoi. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, voilà. Hein? Mais c'est peut-être ça, je ne sais pas. Enfin, bon, enfin, il y a quelques cas comme ça. Bon, ça peut être des erreurs aussi. Hein. Bon, faut se méfier un peu. Parfois, on voit des trucs bizarres. Enfin, globalement, je pense qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'erreurs. Et le nuage de points ressemble à ça. Et la moyenne de la redistribution en France, c'est cette ligne droite, c'est cette ligne rouge. Qui ressemble à quoi? Qui ressemble à ce qui est écrit en haut, un S. C'est le fameux S redistributif qui a été mis en évidence par des économistes il y a déjà 15 ans. Le S redistributif qui dit que l'État aide plus au tout début et après il y a une espèce de palier. À l'époque, il y avait le RMI à l'époque, le S était beaucoup plus marqué ici. Ça montait plus et c'était plus écrasé. Et en haut, l'État prélève plus, donc ça écrase un peu aussi. Donc ça fait une sorte de S, vous voyez, comme ça, une sorte de S un peu. Mais le S... Mais là, c'est vraiment aplati. C'est-à-dire que quand l'étude a été faite, c'était sur les données de 1995, le S se voyait. En 1995, le S se voyait vraiment. Et réforme après réforme, de droite ou de gauche, c'est pas la question, tout ce qui a été mis en place les 15 dernières années ont contribué à aplatir le S. La CSG, le RSA qui aplatit par rapport à l'AMI, par rapport à la fiscalité également, tout aplatit le S. Donc on est de plus en plus dans un système où la redistribution ressemble à une ligne droite, qui est là, vous voyez un peu le pointillé vert là, c'est une ligne droite. Donc on est très très proche d'une ligne droite. Une ligne droite, alors il y a des matheux ici, c'est quoi l'équation d'une ligne droite? Pardon? Allô? Une ligne droite qui est décalée à l'origine quand même. C'est une fonction... Un matheux, merci, un matheux. Y égale AX plus B, voilà. Sur une bac. Bon. Voilà, donc une ligne droite, c'est Y égale AX plus B. Y égale AX plus B, on en parlera après. Allez, next. Maintenant, je fais un zoom, utilisant la base de données, la grosse base de données, je fais un zoom pour repérer qu'est-ce qui se passe vis-à-vis des enfants. Quelle est la redistribution vis-à-vis des enfants. Et là, en moyenne, bon, on prend pour un enfant, qu'est-ce qui se passe? Dans les ménages qui ont un revenu faible, la moyenne de l'aide accordée à un enfant, financée par l'État, c'est de l'ordre de 230 €. Vraiment, ceux qui ont zéro, enfin, quasi rien, quoi. 230 € par enfant. Quand on est sur les familles du milieu, les classes moyennes du milieu, là, bon, l'aide est un peu en dessous de 200, mettons, ça descend même jusqu'à 160 € par enfant. Et puis quand on est dans les familles aisées, l'aide par enfant monte à 300 et quelques euros par enfant. Et comment ça, c'est dingue? Vous dites tout à l'heure, je vous ai préparé quand même. Vous l'avez sur le papier, hein? Hein? Et je pense qu'il serait intéressant de réformer la politique familiale, oui. Parce à force de faire des trucs compliqués, plus personne n'y comprend rien, et donc le citoyen que nous sommes n'a pas conscience de ça, en fait. Et on voit des débats entre politiques, de droite ou de gauche, qui se tapent sur la tête, pour dire autre chose, mais au final, ça, on ne s'en rend pas bien compte. Alors, je ne comprends pas pourquoi les... je vais vous expliquer. Alors, Crédit d'impôt. Alors, l'aide par rapport aux enfants, j'ai découpé en 4 morceaux. Un morceau, ce sont les prestations familiales. Prestations familiales, c'est quoi? C'est allocation familiale, là qui est distribuée à toutes les familles. Hein. Moi, j'ai quelques enfants, je touche les allocations familiales. Et puis il y a également dans les allocations familiales une petite partie qui est conditionnelle. Donc effectivement, l'aide est un peu supérieure ici par rapport au bout. C'est le complément familial. Bon, ok, ça baisse un peu. Ensuite, vous avez la PAJE, la prestation d'accueil du jeune enfant, pour les enfants qui ont jusqu'à 3 ans, où là, effectivement, l'aide est à peu près la même pour tout le monde, mais au moment où ça s'arrête aussi, c'est quand même conditionnel, mais à un niveau assez haut. Le RSA, quand on touche le RSA, si on a des enfants, on touche un RSA supérieur. Mais le RSA, on déduit du RSA les prestations familiales. Donc du coup, bref, ça fait un petit truc en plus qu'on ajoute là.
Et puis quand on paye des impôts, ce qui est mon bonheur, on bénéficie du quotient conjugal qu'on a illustré tout à l'heure avec un petit schéma, et également du quotient familial, qui est, on vous donne une demi-part de quotient familial par enfant pour le premier et le deuxième, et une part entière pour les enfants suivants. Ça vous permet de réduire votre impôt. Et donc, les personnes qui ne payent pas d'impôt, ils ont zéro impact sur leur impôt, parce qu'il n'y a pas d'impôt, zéro. Bon. Par contre, dès qu'on paye un peu d'impôt, on bénéficie du fait d'avoir un certain nombre d'enfants. Et quand on a beaucoup d'enfants, on est quand même c'est bien réduit, c'est bien. Voilà. Et quand on est tout au bout du bazar, voilà, et quand on est vraiment dans les plus hauts revenus, on touche à plein l'effet du quotient familial. En même temps, on paye beaucoup d'impôts. C'est vrai qu'ils font plus d'enfants. Ils payent plus d'impôts, comme ça. Pour être honnête, il faudrait croiser ça à la courbe d'imposition. Mais c'est pas de la distribution d'argent non plus. Il faut croiser ça avec le niveau d'impôt qui est payé ou non. Ah oui, parce que là il paye des impôts. Hein. Voilà, c'est un allègement d'augmentation d'impôts. C'est un allègement d'impôts. Non, mais c'est un allègement d'impôts du fait qu'on a un certain nombre d'enfants. Moi qui ai un nombre d'enfants non raisonnable, effectivement, nous bénéficions d'un quotient familial. Donc j'apprécie, j'ai pas de problème avec ça, mais voilà, la vérité me pousse à dire qu'effectivement c'est quand même un peu bizarre, quoi. Alors l'effet du quotient familial est plafonné. C'est 3 000 € par demi-part par an. Voilà, donc voilà. Bref. Bon, donc quand on voit ça, là j'arrive au bout de la partie sur l'explication de comment fonctionne le système aujourd'hui. On peut dire quand même, c'est pas... Il y a des choses à dire quand même, hein, non? Ça va? Ça vous paraît bien tout ça? Ou c'est parfait ou c'est pas parfait? Comment vous sentez? Par rapport au débat actuel sur le plafonnement des allocations familiales, c'est ça qui va remettre en cause plus que le plafonnement pour les revenus. Voilà. Le truc qui me paraît un peu bizarre, c'est que aujourd'hui, il y a une discussion, enfin la proposition qui a été faite récemment, c'était de fiscaliser ça. De dire, vos allocations familiales, on va les mettre dans l'assiette de l'impôt. Honnêtement, à ceux qui sont au bout, ça leur fera ni chaud ni froid. Hein. Ça va faire un petit machin, un petit bitognou, enfin rien du tout. Hein. Alors que si on disait, attendez, votre truc là, on arrête tout ça, on met un truc tout simple, où chaque enfant a une aide identique, quel que soit le sujet, ça serait peut-être un peu plus visible et un peu plus démocratique. Enfin voilà, moi je milite fortement pour ça. Ça vient peut-être un peu aussi d'une anomalie française par rapport aux autres pays européens, qui est que moins de la moitié des Français payent l'impôt. Oui. En dessous d'un niveau de revenu, on ne paye pas d'impôt. En Belgique, vous gagnez 1 000 € par mois, vous avez quand même un peu d'impôt à payer. Donc du coup, ça accentue. Voilà. Et en France, à force de faire des mécanismes spécifiques, sur mesure, des bidouilles, des machins et des trucs, on arrive à un truc tellement morcelé que le total, quand on additionne tout ça, n'a plus de sens. Chaque mesure peut avoir du sens de manière individuelle, mais quand on fait la somme de tout ça, ça devient totalement déraisonnable. Bonne nouvelle, nous pouvons mieux faire. Hein, c'est quand même sympa. Plus efficace. D'un point de vue économique. Hein. Plus équitable. La justice. Plus transparent. Plus démocratique. Plus adapté au XXIe siècle. Parce que les bidouilles héritées de 1945 et bricolées depuis, c'est une impasse. Nous sommes dans une impasse. Allez, on enchaîne. Donc la courbe de tout à l'heure, on la reprend, mais cette fois-ci en synthèse. Synthèse. Donc le machin que j'expliquais tout à l'heure, il y a des exonérations d'impôts, il y a l'impôt sur le revenu progressif, exonération Fillon, des charges sociales, des aides sociales non conditionnelles, des aides conditionnelles. Bon, tout ça, c'est une espèce de magma. Et comme je disais tout à l'heure, au final, le truc du haut, ça ressemble beaucoup à une ligne droite. Ligne droite, c'est Y égale AX plus B. C'est-à-dire que ça, c'est A. C'est un pourcentage d'impôt proportionnel. Et B, c'est une allocation forfaitaire. Voilà, terminé. Donc le système social, au lieu de tout ce magma infâme, on le remplace par ces deux choses-là, ça fait le même résultat. Alors, il y a un petit problème. C'est que le fait de donner, ce que disait d'ailleurs Jean-Éric très justement, donner de l'argent à quelqu'un sans aucun contrôle, sans aucune contrepartie, ça choque. Pourquoi? Parce que les gens ont encore en tête ça. C'est-à-dire que le servage des années un peu anciennes, voilà, les gens sont toujours, le travail, c'est le travail qui donne la subsistance. Nous avons tous ça ancré dans nos neurones. Et donc la question c'est, est-ce que je travaille juste pour subsister?
parmi vous, un certain nombre de travail, j'imagine. Je ne suis pas tout seul. Bon. Et donc, par rapport à ça, enfin, est-ce que l'un de vous peut me dire, moi, je travaille juste pour subsister? Peut-être. C'est peut-être le cas. Mais enfin, je ne crois pas que ce soit le cas général. Next. Parce que finalement, le système, il fonctionne comme ça. Le travail qui sert uniquement à être consommé, c'est rien du tout. C'est les jardins, ce genre de trucs, c'est rien, quoi. Hein. Les potagers, c'est rien en France. Hein. La production pour emploi final propre dans les jardins, c'est minable d'un point de vue comptabilité nationale, hein, c'est rien. Hein. Bon, rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que quand on travaille, on a un revenu, et encore, la majeure partie du travail n'est pas rémunérée en France. Il y a une étude qui est sortie récemment, là. Je crois que c'était 38 milliards d'heures rémunérées, ou 48, je ne sais plus, j'ai un petit doute. Peut-être 48. 48 milliards d'heures rémunérées en France, contre de l'ordre de 60 à 70 milliards non rémunérés. Donc la majeure partie du travail dans le pays n'est pas rémunérée. C'est pareil dans d'autres pays, hein, c'est normal. Bon, ok. On a un revenu. Le revenu, il y a la redistribution. On en a épargné un bout. Il y a un bout qui est consommé, très bien. Et quand on consomme, on peut tenir debout et on peut travailler. Et quand on travaille, qu'est-ce qu'on fait? On travaille parce que je vais entreprendre des activités utiles à la société. On ne travaille pas juste pour manière égoïste, pour le plaisir de travailler, non, parce que ça sert à quelque chose. Un travail qui ne sert à rien, il faut mieux arrêter tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a ici des gens qui ont le sentiment de travailler pour un truc qui ne sert à rien? C'est terrible de travailler pour... Enfin, mon travail ne sert à rien. Je ne vais pas pousser, je ne vais pas insister, mais... elle n'est pas obligée de répondre. Hein. Mais c'est vrai, c'est horrible. De temps en temps, il y a des jours où on se pose des questions. Hein. Moi aussi, hein, je vous rassure. Mais bon, mais globalement, on ne travaille pas pour ça. On travaille parce que ça a un sens. Parce que ça apporte quelque chose à la société. Sinon, on mieux arrêter tout de suite. Hein. Bon, voilà. Donc le travail, c'est plus pour consommer, c'est parce que ça apporte quelque chose. Et donc, le revenu, finalement, le revenu, c'est le lien travail, il n'est pas exclusif, quoi. Le revenu, ça permet de consommer, bon, voilà. Donc finalement, la proposition, c'est quoi? C'est de dire que il faut donner du sens à tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le sens, on ne voit plus, hein, on ne comprend plus rien, voilà. Donc le sens, ça peut être quoi? Ça peut être Jerry et madame. Voilà. Donc, moi, une chose que j'aime bien, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide des besoins de Maslow. Alors, je pense que certains d'entre vous connaissent ça déjà, hein, qui explique que les besoins de l'être humain sont hiérarchisés. Parce que d'abord, il faut satisfaire ses besoins physiologiques. Manger, se nourrir, s'habiller, se loger. Bon. Si on n'a pas ça, on n'est pas bien, quoi. Hein. Quoi qu'il se passe, si on n'a pas de quoi bouffer, on ne peut pas être bien. Hein. Bon. Ensuite, besoin de sécurité. On peut bouffer, mais si on est attaqué par les Indiens toute la journée, bon, ça ne va pas non plus. Voilà. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, c'est dire, j'ai besoin d'être dans un groupe, d'être reconnu quand même pour quelque chose. Quoi. Sinon, si c'est juste un gars qui est juste nourri et qui ne sert à rien, c'est pas bon. Appartenance. Estime de soi. Moi, je suis un mec bien quand même. Bon, puis se réaliser, j'ai fait des choses qui sont utiles, je suis reconnu, puis je suis content, j'ai réalisé ce que je voulais. Quoi. Donc ça, c'est la pyramide de Maslow. Et donc mon message, c'est de dire, dans un pays un pays développé, un pays qui est aussi socialisé que le nôtre, il me paraît assez naturel de dire que l'État peut assumer la charge de s'assurer que chacun dans ce pays bénéficie de ça. Voit ses besoins physiologiques. C'est sa seule légitimité, en fait. Donc on sait que les besoins physiologiques font partie des missions régaliennes. Voilà. Et donc ça, mais il faut que ce soit systématique, qu'il y ait zéro exception. La seule légitimité d'une organisation sociale humaine, c'est justement que le groupe garantit à chacun les besoins physiologiques et les besoins sécuritaires. Ouais. Enfin, sécuritaire, on peut revenir 25 000 ans en arrière, mais c'est la seule raison d'être de notre organisation. Sinon, ça sert à quoi? Voilà. Il y a peut-être une inversion à faire dans cette pyramide, c'est-à-dire si on prend la perspective des droits de l'homme, elle a considéré que la sécurité était la première base, c'est-à-dire que sans avoir la sécurité, on ne pouvait même pas aller travailler pour subvenir à ses besoins physiologiques. Et donc d'une certaine façon, c'est une proposition d'étendre le rôle de l'État aux besoins physiologiques.
Voilà. Parce que la sécurité, c'était déjà admis, c'est le principe de l'État régalien. Voilà. Et l'alcoolisme, la toxicomanie, vous l'avez C'est un plaisir personnel, ça c'est... Ça dépend. Ça c'est estime de soi. Dans le haut de la Ils sont bien ivrognes. Bon, moi j'ai pas de problème. Ouais, un club, bon, je sais pas. Ok. Un club de foot, je sais pas, ou un club de foot, je sais pas. Enfin, bon. Voilà, en tout cas, donc, ces besoins-là, ça se résume à quoi? Ça se résume à des prestations universelles. Enfin, très concrètement, le moyen le plus efficace, c'est quoi? C'est chacun bénéficie d'un revenu de base, chacun a accès au système de santé, et puis chacun est sécurisé par éducation, police, justice, accueil des jeunes enfants, voilà. Si ça fonctionne, voilà, on sécurise le bas. Hein. On a peut-être les moyens de le faire, enfin, je veux dire, c'est pas... bon. Voilà. Et par contre, il faudra toujours un système d'assurance sociale pour la retraite, pour le chômage. Et puis en bas, les systèmes également, je dirais, plus spécifiques, selon des besoins, selon des détresses particulières. Donc les gens qui n'ont pas de logement, il faut aider les gens, handicap, dépendance, voilà. Donc là, il y aura des besoins particuliers qu'il est pertinent de prendre en compte. Définition de revenu de base, voilà. La revue, vous l'avez déjà vu, la même en couleur, et puis sans bricolage en plus. Hein. Les gens ont passé du temps pour la peaufiner, pour la travailler, consulter du monde. Voilà. Bon, je passe, mais enfin, en tout cas, c'est ça, c'est systématique. Et sur revenu de base, alors là, 400 € par adulte, 200 par enfant, ce n'est pas, je dirais, une proposition disant c'est ça qu'il faut. Ce que je dis là, c'est ça que nous avons déjà aujourd'hui. Avec tout le magma qu'on a vu tout à l'heure, finalement, l'ordre de grandeur de ce qui est distribué à chacun, c'est 400 € par adulte, 200 par enfant, financé par un impôt proportionnel de 20% sur tous les revenus. Parce que vous ne tenez pas compte des retraites et du chômage, là-dedans vous êtes passé très vite là-dessus, mais si vous les rajoutez, c'est beaucoup plus. Retraite chômage, c'est un revenu. C'est là qu'on a une différence. C'est un revenu, donc on prend 20% des revenus de retraite et chômage. On prélève aussi, hein, sur chômage, pareil. Est-ce qu'on... si on simplifiait les systèmes de retraite et de chômage, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un revenu de base plus élevé? Si on avait un revenu de base, par exemple, autour de 800 ou 1000 €, peut-être qu'on n'aurait plus besoin du tout de système de retraite et de chômage, en tout cas obligatoire. Alors là, j'ai une petite animation. Bon, je vais poser les grandes masses. Les revenus du travail, c'est de l'ordre de 1150 milliards d'euros. Ça, c'est le revenu super brut, hein, le revenu avec charge de bazar. Bon. Revenu des ménages, 1400. C'est un bout qui disparaît ici. Clic. Clic, voilà. Le bout qui disparaît en bas, c'est les revenus différés. Donc ça, c'est quoi? C'est retraite et chômage, qui sont des revenus de remplacement, qui sont recyclés, je dirais, plus tard, on va dire. Ensuite, on a une cotisation santé généralisée, donc la CSG que je recycle pour financer la santé. Et puis, il y a ce truc-là, la question universelle, enfin, au revenu de base, financé par les 20% sur le revenu. Vas-y, envoie. Envoie. Tout ça, on met une TVA par-dessus tout ça. Encore un coup. L'épargne qui va dans le patrimoine, qu'on peut taxer également. Voilà. Voilà, donc là, vous avez un panorama général de comment le truc peut fonctionner de manière compréhensible. Ah, c'est pas compréhensible? Enfin voilà, ça c'est un résumé, en une page, franchement, vous avez déjà vu ça, vous? Un résumé de tout le système français de prélèvement, de tout, un truc qui fonctionne, équilibré, vous avez les milliards partout, hein, tout est expliqué, qui fonctionne. Je vais me faire payer, parce que franchement... Est-ce que vous gardez une obligation de cotisation retraite et chômage dans votre système? Oui. Et si oui, à quel niveau? Oui. Et Oui, pourquoi? parce que ça c'est du... c'est l'employé qui met de côté pour ses vieux jours. Mais pourquoi obligatoire? Et pourquoi public? Parce que si c'est pas obligatoire, il y en a qui vont arrêter de payer, et du coup, ceux qui sont en retraite aujourd'hui, ils n'auront pas leur... Oui, mais si en même temps ils avaient 800 € de revenu de base au lieu de 400, ce serait peut-être pas grave. Je sais pas. Je sais pas. On sait rien. Pour l'instant, moi j'ai fait le choix de garder dans le schéma. Est-ce que vous avez essayé de le chiffrer comme ça, ou il y a une raison pour laquelle vous avez choisi de ne pas le j'ai chiffrer gardé, comme ça c'était au précédent, de garder la logique du système du système actuel? actuel. Et d'essayer de rationaliser tout ce qui est de redistribution et de garder le plus possible le Donc système c'est actuel. un système très simple, applicable facilement sur ces oui. bases-là. Je cherche à faire un truc qui soit applicable facilement. Et est-ce que vous avez essayé de le pousser un peu plus loin? Est-ce que vous avez identifié le point de rupture? Est-ce que vous avez chiffré si on l'augmente de 300 €, on supprime le chômage? J'ai fait les simulations, mais là, on rentre dans un débat, il faut passer dans les On courbes. vous invitera pour en faire là-dessus. Ça là, On est là. ça c'est terrible. Là. Allez, ça, Daniel, donc là je vous montre ça, je vais rien expliquer. C'est la différence entre le système actuel et le système proposé. En deux mots, vous voyez que finalement, il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, mais la bande est relativement resserrée. Donc il n'y a pas une rupture monstrueuse par rapport au système actuel, avec 1400 et 200.
Next. Je vais me faire mordre. C'est le dernier. Ah, c'est le dernier. Conclusion. C'est beau, conclusion. Donc voilà, le schéma, c'est lisibilité, transparence. Vous avez tout compris de ma proposition. Hein, vous avez tout compris. Vous pourriez la réexpliquer demain. Hein, c'est vachement simple. C'est super simple. 400, 200, 20%. Voilà, et puis avec ça, lisibilité, on balance l'équité et l'efficacité économique. Et puis, bah, chacun, s'il veut travailler, il travaille, il n'y a pas de problème. On ne lui enlève rien s'il travaille. S'il ne travaille pas, ben, il ne travaille pas, il fait ce qu'il veut. Hein. Voilà. Mais 400 €, quand même, on est peut-être un peu motivé pour travailler, quand même. Voilà. Bon, je m'arrête là. Je m'arrête là, sinon je peux continuer, mais... Non, mais on va arrêter.